Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des top d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Avons-nous une opportunité d'investissement sur Mercedes-Benz Group? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur les états financiers de la compagnie. Donc, ceci représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement. Donc, alors, notre analyse ici sera basée sur le revenu, la croissance du revenu, le free cash flow en pourcentage, le PER moyen, la dette nette, la qualité du nombre et le nombre d'actions. Après ça, on va calculer la valeur de l'entreprise avec tous ces éléments-là. OK? Donc, je recherche avant tout la stabilité ou la croissance des revenus. C'est une compagnie déjà c'est un fabricant, c'est une compagnie automobile, d'accord. C'est une compagnie manufacturière, donc elle fabrique des voitures, dans les véhicules. Donc à la fin de la journée, vous connaissez à peu près les marques qu'elle a ici. Donc la marque éponyme, Mercedes-Benz et etc. Sans doute elle a d'autres marques ici. Donc on sait déjà que c'est une compagnie cyclique. OK? Quand on parle de compagnie cyclique, on parle de normalisation des revenus. D'accord? Normaliser, ça veut juste dire qu'on prend un revenu moyen dépendamment des cycles. Donc, quand je regarde ici le niveau de revenu ici, alors on regarde total revenu sur les 12 derniers mois ici. Donc, on va juste prendre ça ici, dépendamment de la période. On va juste mettre un histogramme et boum, on voit ici qu'on a des revenus à peu près aux alentours de 138 millions d'euros. OK? 138 milliards d'euros. 138 milliards d'euros, c'est bien, mais vous constatez que en dents de scie, revenu baissier augmente. Donc, pourquoi est-ce que le revenu a baissé à cette période? C'est très important. Si on ne le sait pas, en fait, on va pas pouvoir répondre, on va pas pouvoir faire une analyse assez correcte. Enfin, techniquement, vous ne devez pas investir avant d'avoir répondu à cette question. C'est parce que ça peut être dû au fait que la situation économique s'est détériorée. Ça peut également être dû au fait qu'elle a peut-être vendu un segment d'activité, ce qui semble être plus plausible en fait par rapport à la vente du segment d'activité. Également, l'augmentation ici peut être que de manière organique parce que c'est de manière très très suivie. Généralement, si c'est une croissance, si on a une croissance en fait due à des acquisitions, vous allez voir une variation brusque comme ici à cette période-ci. Donc, on a à peu près 53 milliards et du jour au lendemain, on se retrouve à avoir 133 milliards. C'est pas parce que l'entreprise est de plus en plus extraordinaire, non, c'est parce qu'on a fait une acquisition. Et également, avoir une chute pareille, c'est parfois dû à également à des acquisitions. OK? Donc, quand on regarde cette compagnie-ci, quel est le niveau de revenu qu'on va pouvoir prendre ici? Parce qu'on doit normaliser les résultats. Donc, simple, moi, je vais venir ici, je vais prendre la moyenne, d'accord? La moyenne, et on est un écart type au-dessus de cette moyenne-là. Ça va nous donner combien? Donc, la moyenne ici, si je prends la moyenne sur les 10 dernières années, parce que si on se dit que l'entreprise il y a eu un changement sur les 10 dernières années, donc la moyenne de l'entreprise sur les 10 dernières années, on est à 142 milliards. D'accord? 142 milliards. Si on regarde sur les 20 dernières années, on sera aux alentours de 126 milliards en termes de moyenne, d'accord? Donc, écart type au-dessus, c'est 153 milliards. Et si on regarde sur les 10 dernières années ici, écart type au-dessus, c'est 163 milliards. En date de jour, on a des revenus à peu près de 133 milliards. On va être gentil, on va prendre la moyenne. OK? 142 milliards. La période actuelle est juste exceptionnelle, d'accord? Donc, on va se dire qu'elle va revenir à peu près à la moyenne. Donc, on va mettre 143 milliards pour faire simple. Je ne cherche pas à être juste parce qu'ici, je fais déjà une estimation. Je suis en train de normaliser les résultats. La croissance des revenus, je prends croissance zéro. Parfait. Parce que déjà, normaliser les résultats, ça sous-entend qu'on a le potentiel d'au moins maintenir ce niveau de résultats dépendamment des cycles. Parfois, on sera un peu plus bas. Parfois, on sera très, très haut, un peu plus haut. Mais on va rester sur cette moyenne-là. Donc, croissance des revenus, on va mettre zéro. Free cash flow. Bon. Alors, il faut qu'on parle des compagnies automobiles. Les compagnies automobiles sont des entreprises financières. Et quand on parle d'entreprises financières, le meilleur moyen d'évaluer ces entreprises-là, c'est regarder le book value. OK? On va y revenir tantôt. Mais également, quand vous allez regarder ici, le free cash flow ne va pas vous donner une information assez correcte par rapport à la rentabilité de cette compagnie-ci. Oui, on aimerait avoir des free cash flow. Mais certaines entreprises comme celle-ci peuvent vendre à crédit. Si elles vendent à crédit, c'est une vente. Même si elle va se faire rembourser sur une période de temps, mais elle a vendu. D'accord? Maintenant, le risque provient du fait que la personne ne rembourse peut-être pas. Donc, c'est pour ça que vous allez voir une chose. Sur les 12 derniers mois, vous allez voir que je vais comparer avec les net income. Hein. Vous allez juste voir ça ici. Net income, dilute net income. Sur les 12 derniers mois, on va juste les mettre sur le même tableau. Vous allez voir ici que les net income violets sont généralement plus élevés que les free cash flow. Toujours. Pourquoi? C'est une entreprise financière. Si vous allez voir ici le segment, je pense qu'ils s'appelle quoi? C'est le segment Mercedes-Benz Mobility. C'est le segment qui détient, c'est le bras financier de cette compagnie-ci. Et c'est important parce que ça leur permet de pouvoir faciliter les ventes. D'accord? Parce que je pense également quand vous partez dans personne n'achète une voiture cash. On achète toujours avec le crédit. Donc, l'augmentation des taux d'intérêt aura un effet négatif sur cette compagnie-ci, notamment en termes de volume. Mais pour les anciens prêts, etc., je ne sais pas comment ça se passe, mais c'est une compagnie financière. N'oubliez pas ça. C'est pour ça que les PER auront tendance à être très peu élevés. Ne regardez pas les PER d'une compagnie automobile et vous dire que la compagnie est sous-évaluée. Non.
regardez les actifs tangibles par action. On va y revenir tantôt. Quand je suis sur cette entreprise aussi, je constate ici que les free cash flow, je ne vais pas les prendre parce qu'ils ne me donnent pas une information assez correcte, même si c'est très important, ces free cash flow-là. D'accord? Parce que Stellantis a des free cash flow. Mais maintenant, il faut aller regarder est-ce que Stellantis c'est un bras financier. Donc, attention. Donc, toutes les compagnies automobiles n'ont pas un bras financier, mais il faudra aller regarder au niveau de Stellantis. Donc, Mercedes-Benz, je vais prendre le net income. D'accord? Donc, le net income, si je prends la moyenne, si j'ai pris la moyenne des revenus, je vais prendre la moyenne des net income également. Ça va me donner combien? Donc, on va juste le prendre ici par un pourcentage, sport, performance, cumulative, grow down, non, pas ça. Donc, je vais prendre ça. Et je vais prendre min plus 1 et moins 1. Voilà. Donc, on avait pris le revenu sur les 10 dernières années, n'est-ce pas? 10 dernières années ici, le revenu, la moyenne des bénéfices nets est de 7 milliards 200. D'accord? Par rapport au revenu actuel ici, donc vous voyez que le revenu ici, on a à peu près 743 milliards ici. Donc la moyenne ici des revenus est de 7 milliards 200. Mais vu qu'on parle des net income ici, j'oublie parfois parce que les free cash flow, il n'y a pas de marge sur le logiciel-ci. Donc c'est pour ça que j'ai tendance à passer autrement. Mais il y a de la marge ici. Donc vu qu'on parle des net income, on va plutôt prendre directement la marge ici. On va juste fermer ça. Boum. La marge ici. Voilà. On fait la moyenne des marges. Donc moyenne des marges sur les dernières années ici. Qu'est-ce que ça nous donne? Voilà. Et voilà. OK. Donc, moyenne des marges sur les dernières années ici, c'est 3,74% depuis au moins une vingtaine d'années. D'accord? Sur les 10 dernières années, 5,90%. Mais attention, la période actuelle est exceptionnelle, on a des marges de 15%. Toutes les compagnies automobiles ont des marges extraordinaires. Pourquoi? Parce qu'elles se sont permis d'augmenter le prix à cause des pénuries. D'accord? Donc, le secteur également des voitures d'occasion a bénéficié énormément de la période de Covid. C'est pour ça qu'il y aura tendance à avoir des informations, enfin des revenus ou des bénéfices nets qui vont baisser dans les trimestres, sur les trimestres à venir. Donc, ce n'est pas que l'entreprise perd de l'argent ou bien a des trimestres a un trimestre qui est moins attractif que le trimestre précédent, que le trimestre moyen. Non, c'est juste qu'elle a tendance à retourner à la moyenne. Donc ici, quelle est la moyenne des marges nettes? Tout en sachant que cette variation-ci aura un effet négatif sur la moyenne. C'est pour ça que je n'aime pas la moyenne, j'aime bien la médiane. Donc, à nous de trouver la moyenne ici à vue d'œil. Donc ici, je pense que la moyenne ici peut être aux alentours de 5% par là. Ici, le logiciel me signifie 5,90%. Mais attention, je ne veux pas être à la merci du logiciel. Je sais personnellement que cette variation-ci a un effet très négatif sur cette moyenne. Donc, ici, quand je prends ces dernières années, vous constatez ici qu'on a une moyenne à peu près aux alentours de 5,5% par là. Donc, je vais être gentil, je prends 5,5%. Donc, vous allez voir free cash flow ici, mais c'est marge nette, mais ça correspond. Les deux correspondent, OK? Donc, si par exemple, je prends 5,5% de 143 milliards ici, multiplié par 0,055, ça me donne ici aux alentours de 78 milliards, 7 milliards 800. D'accord? 7 milliards 800 ici. Donc, c'est correct. Le PR moyen, bon. Pour le PR moyen ici, voilà, je prendrai un PR de 10, d'accord, 15, d'accord, et 17. Et vous allez voir que je ne vais même pas utiliser le PR parce que la dette va vous donner une information totalement, décourageante. Quand vous regardez la dette nette ici, la dette nette sur cette entreprise ici est aux alentours de 100 milliards, d'accord? J'ai tous mes éléments, par exemple, ici pour calculer la valeur. En tout cas, moi, je n'ai pas encore pris en considération la dette nette, le nombre d'actions, mais en termes, grosso modo, j'ai les éléments les plus importants. Si je fais ici, si on a ici, un net income de 7 milliards 800, admettons même 7 milliards 900, je vais l'arrondir à 7 milliards 900, multiplié par 10 fois les bénéfices, on arrive à 79 milliards. Moins la dette nette, on sera à un élément négatif, c'est-à-dire que l'entreprise appartient à ses créanciers. Attention. Si je prends à 15 fois les bénéfices, par exemple, 7 milliards 900 fois 15, moins 100 milliards, il va nous rester 18 milliards. Est-ce que cette entreprise vaut 18 milliards? Même moi, je suis un peu sceptique. OK? Si on prend maintenant 17 fois les bénéfices, multiplié par 7 milliards 900, ça nous donne ici à peu près 134 milliards 300, moins la dette nette ici, on est aux alentours de combien? Moins la dette nette ici, on sera aux alentours de à peu près 34 milliards. Est-ce que l'entreprise ici vaut 34 milliards? Mais moi, je suis sceptique. Alors, je procède différemment sur cette compagnie-ci pour une seule raison. Le niveau de dette nette ici sert littéralement au succès à long terme de cette compagnie-ci. Pourquoi? Parce que c'est une compagnie financière. Est-ce que je vais aller prendre le niveau de dette nette sur, comment on appelle ça?
sur Goldman Sachs, tout en sachant qu'elle travaille essentiellement avec de la dette. Donc, faites attention. C'est pour ça que je dis, pour évaluer une compagnie, ce genre d'entreprise ici, si vous prenez la dette nette, il faut également prendre les actifs tangibles nets. Donc, à la fin de la journée, ce que je fais, c'est valoriser cette compagnie ici en prenant en considération les actifs tangibles nets par action. Ça sera plus facile. OK? Donc, la façon qu'on utilise généralement pour évaluer cette entreprise, si je vous dirais, si vous voulez acheter cette compagnie ici, ne payez pas plus de 10 fois les free cash flow moyens. Donc, si on a des free cash flow moyens de 7 milliards 900 ou bien 7 milliards 800 et poussière, on va pas payer plus de 10 fois les free cash flow. D'accord? À 10 fois les free cash flow, à 10 fois les bénéfices, on sera à 7 milliards 900. Donc, on va se dire l'entreprise est sous-évaluée en date d'aujourd'hui. D'accord? 7 milliards 900. Donc, si je prends la dette nette, le tangible book value ici par action, d'accord? Je cherche un tangible book value qui a tendance à croître. C'est important. Ici, vous voyez que le tangible book value par action a tendance à augmenter. Je sais que c'est du jaune ici. Donc, est-ce qu'on peut changer la couleur? On va le mettre en noir. On va également le mettre un peu plus tic. Donc, voilà. Vous voyez ici que par trimestre, ici, vous constatez qu'il a tendance à augmenter. D'accord? Il a tendance à augmenter depuis 2009. Et pourquoi est-ce qu'il a baissé entre 2002 et 2009? C'est la question que vous devez vous poser parce que ça pourrait revenir. C'est à peu près plus de, on va ici à 39, c'est près de 50%. Ici également, on pourrait baisser de 50%. Vous constatez entre 2018 et 2020, il y a eu une baisse à peu près de combien? On a eu une baisse de 51 à peu près ici aux alentours de 25%. Donc, il a tendance également à fluctuer. OK? Donc, si vous prenez le book value en date d'aujourd'hui, ça ne veut pas dire que c'est un book value qui ne va pas revenir à des niveaux plus bas. Dépendamment, ça dépend du cycle économique. OK? Donc, si vous voulez acheter cette compagnie-ci, achetez-la déjà à son book value, tout en ayant la certitude, tout en ayant pas la certitude, parce qu'il n'y a pas de certitude ici, tout en ayant à peu près, en sachant que la probabilité, d'accord, pour que le book value augmente avec le temps est très élevée. Ici, pour le moment, on va se dire oui. Pour le moment, on va se dire que c'est une compagnie, on constate que voilà, elle a eu un book value élevé ici en 2002. Elle a attendu à peu près jusqu'en 2015 pour que le book value revienne au niveau de 2002. Mais entre 2002 et aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui ont également changé. Peut-être qu'elle a vendu certains segments de son activité, ce qui a permis de baisser le book value ici. Donc, faites attention à ça. Quand vous allez regarder ici la valorisation tangible book value per share, donc on va prendre ça ici. On ferme ça. Voilà. Donc, si vous avez acheté l'entreprise à chaque fois à son book value, vous allez voir ici, voilà. On va mettre la moyenne. Fermez ça. On met la moyenne. OK. Et voilà. Donc, la moyenne ici, c'est 1,5 fois le book value. Si on a un book value ici aux alentours de 60 milliards, ici, 1,5 fois, ça donne aux alentours de 90 milliards. OK. Ça, c'est la moyenne depuis au moins plus d'une vingtaine d'années. Quand je prends 20 ans, la moyenne est de 1,5%. Si je prends ici 10 ans, la moyenne est de 1,6%. Et donc, vous constatez que c'est une entreprise qui s'échange généralement à 1,5 fois ses book value. 1,5 fois. Donc, actuellement, elle est sur la marge, elle est sur la borne basse. Donc, à chaque fois que vous payez cette entreprise à ce niveau-ci, vous avez peut-être l'occasion de faire un bon deal. OK? Donc, on va également ici regarder le historical graph. Donc, on va le mettre ici sur le même. Voilà. OK. Donc, vous regardez ici, vous voyez ici en rouge, c'est le prix de l'action. En vert, c'est le book value. C'est le tangible book value. À chaque fois que vous payez un book value aux alentours de une fois les bénéfices, ici, vous l'achetez à des niveaux assez corrects. OK? À ces niveaux-ci, à peu près à ces niveaux également, à ce niveau également, à ce niveau également, à ce niveau. Mais il ne faut pas réfléchir comme ça. Il faut se poser la question, est-ce que ce book value est durable? Parce que nous, on ne veut pas acheter un book value qui va avoir tendance à baisser. S'il a tendance à baisser, ça dit que mon ratio également aura tendance à augmenter mécaniquement. Donc, on veut un book value qui augmente plutôt avec le temps. Donc, ici, je vous dirais, pour cette entreprise-ci, je dirais au mieux, c'est une entreprise qui est correctement évaluée en date d'aujourd'hui. Donc, le prix actuel est correct. Ce n'est pas une aubaine waouh. C'est une entreprise correctement évaluée. D'accord? Donc, elle est correctement évaluée. On pourrait aller aux alentours de $90 par action par là. D'accord? Mais, prenez en considération les risques futurs, augmentation des taux d'intérêt, les risques même liés au coût de l'énergie en Allemagne. C'est une compagnie allemande. D'accord? Donc, attention. Bon, c'est vrai qu'elle n'a pas toutes ses usines en Allemagne, mais c'est une compagnie allemande. La majorité de ses usines sont peut-être en Allemagne, donc il pourrait avoir un effet négatif sur le segment européen, par exemple, avec l'augmentation des coûts de l'énergie, mais également, elle pourrait passer ce prix-là aux consommateurs. Attention, parce que Mercedes, c'est un prix premium. Ce n'est pas comme des Toyota. D'accord? Donc ici, je veux dire que l'entreprise est correctement évaluée.
D'accord? Est-ce que le dividende, maintenant, il est safe? On a un dividende ici de 8%. Alors, le dividende en lui-même ici, alors, si on prend le dividende ici de 8%, 10, donc à peu près, je vois ici que c'est dans 8%, c'est à peu près 5 milliards à peu près qu'on dépense ici pour le dividende. Donnez-moi juste un instant. Donc, quand je prends le dividende ici, dividende, je vais juste regarder le dividende common pay, voilà. Sur les 12 derniers mois ici, je vais fermer tout ça, fermer, voilà. OK, donc, sur les 12 derniers mois, il faut un petit peu que le jaune ici soit à la mode aujourd'hui. Oh là là, voilà. Donc, si on prend le dividende ici en lui-même, c'est une entreprise qui paie à peu près un dividende de 5 milliards en date d'aujourd'hui. Est-ce que ce dividende-là est durable? Regardez la courbe. Il n'y a aucune stabilité au niveau des dividendes. Donc, parfois, on paye 2 milliards, parfois, on va payer à peu près aux alentours de combien? À peu près 3 milliards par là. Non, pas 3 milliards, attendez. Voilà, 60 millions, attention, parce que quand ça monte, ça se rapproche plus du zéro. Quand ça baisse, ça s'éloigne du zéro. Donc, ça dit que l'entreprise a déboursé telle somme. Donc, elle a déboursé 5 milliards ici. À ce niveau-ci, elle a déboursé à peu près 3 milliards. Donc, nous ici, on a des free cash flow aux alentours de, enfin, des bénéfices nets aux alentours de 7 milliards 900. Donc, on peut se permettre de payer des dividendes à peu près maximum 7 milliards 900. OK? Ici, elle paye 5 milliards 300. Est-ce que c'est durable? Je vous dirais que non. D'accord? Ce n'est pas durable. C'est peut-être dû à la situation exceptionnelle, donc elle vous a donné peut-être un dividende spécial. À la moyenne, cette compagnie va vous payer un dividende aux alentours de 3 milliards par là. Quand je prends la moyenne ici, à peu près, la moyenne, je prends la moyenne. Alors, ici, oh, il y a la médiane. Oh, je n'avais pas remarqué ça. Donc, on a la médiane ici. Donc, on a une médiane aux alentours de 2 milliards. D'accord? 2 milliards à peu près sur les 20 dernières années. Donc, je prends les 20 dernières années. Si je prends les 10 dernières années, on a une médiane à peu près de 2 milliards 600. Donc, c'est-à-dire qu'en réalité, le dividende ici aura tendance à être aux alentours de ce 2 milliards 600 là. On peut être à 3 milliards, 4 milliards, comme on peut être à moins que 2 milliards. Regardez ici, entre 2020 et 2021, ce dividende était inférieur à 2 milliards 600. Donc, quand moi je viens investir dans cette compagnie ici, au prix actuel, je me dis qu'ok, au mieux, minimum, j'aurai un dividende à peu près de 2 milliards 600. Minimum. OK? Enfin, quand je dis minimum, en moyenne, ok? Donc, ça fait un rendement de 4%, ce qui n'est pas mal. Ok, donc on pourrait le couper comme on pourrait le garder à un certain niveau, mais j'aurais aux alentours de 4% en moyenne. Donc c'est comme ça qu'il faut étudier ce dividende. Est-ce qu'il est safe? 4% de 65 milliards ici, c'est à peu près, enfin 2 milliards 600, on a 2 milliards 600. Ce 2 milliards 600 là, moins le 7 milliards 900 qu'on gagne en termes de bénéfices nets ici, c'est à peu près correct. C'est la raison pour laquelle je dis, non seulement le prix est correct en date d'aujourd'hui, ce n'est pas un prix exceptionnellement bas. Idéalement, si cette entreprise si s'échange aux alentours d'à peu près, actuellement on est à combien? Aux alentours de 30 € l'action, ça pourrait être exceptionnellement bas. Mais au prix actuel, vous ne surpayez pas, vous payez l'entreprise à la valeur de ses actifs nets par action et c'est déjà assez correct comme ça. Mais tout en sachant que ces actifs nets-là ont tendance à fluctuer. Ça peut augmenter comme ça peut diminuer, mais la probabilité que ça reste à peu près stable et croissant dans le futur est assez élevée par rapport à ce qu'on a vu précédemment. Je vais me limiter là. Mercedes-Benz, voilà, l'opportunité d'investissement, elle est juste correcte. Mais il y a des risques qui viennent également avec. Le prix actuellement est correct. Pour moi, c'est rien d'exceptionnel. Le dividende ici n'est pas durable déjà, sauf erreur de ma part, mais si on me donnait un dividende pareil sur ce genre de compagnie ici, je n'y investirais pas à long terme. Surtout si je sais que la période actuelle est exceptionnelle en termes de marge. Ok? Je vais me limiter là. On va se donner rendez-vous sur la prochaine vidéo et d'ici là, portez-vous bien. Merci.